Alors je les appelle Khalil Talbi, Ilyes Jribi, Mahdi Khmiri, Moaz Eloueti, Yasser Ismail Idrissi sur scène. Khalil, tu vas le faire debout. Hein. Ah, si, tu ramènes une chaise, c'est bien. Très bien, tout le monde est là. Ouais. Khalil, je vous laisse entre de très bonnes mains. Moi, je lance une question. Le panel s'appelle l'avenir de l'e-commerce. Alors, quel avenir pour l'e-commerce Quel avenir est-ce que le client sera roi dans le e-commerce tunisien? Moi, j'ai envie que vous me répondiez au fur et à mesure. Tu te débrouilles, c'est à toi de gérer. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Aussi. Juste pour information, le panel s'appelle Marketplace, l'avenir du e-commerce, et il manque un petit point d'interrogation. Donc, c'est en gros la question qui va être posée durant ce panel. Alors, dans un premier temps, je suis ravi de modérer ce panel. Je suis Khalil Talbi, président du syndicat du e-commerce et de la vente à distance, et je suis doublement ravi parce que, de une, ce panel est représenté par une bonne partie du trafic en ligne aujourd'hui, et deux, il est aussi mixte dans le sens où on a des compétences nationales qui travaillent à l'étranger, des compétences nationales qui travaillent sur le marché local, sur des business models locaux, des compétences étrangères qui travaillent avec des business models étrangers, et des compétences, même si on les a adoptées, cher Yasser, et des compétences locales qui travaillent sur des business models étrangers qui se sont implémentés en Tunisie. Et donc, mes participants, comme ils ont été présentés, représentent une bonne partie des marketplaces en Tunisie, et puis Monsieur Moaz Eloueti, qui est Senior Manager de chez Weave. Je vais directement commencer par ma première question, et histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, est-ce que, aujourd'hui, quelle est votre définition du business model de la marketplace? Est-ce que c'est de la vente en ligne? Est-ce que c'est essentiellement de la vente ou de la mise en relation? Et ma première question s'adresse à Lies. Merci Khalil. Aslem Nesl Kol, Inch'Allah, on passe une bonne après-midi. Donc, chez Jumia, justement, nous, en fait, on est une place de marché qui met en relation des vendeurs, des partenaires, des distributeurs avec des clients. Par contre, on ne s'arrête pas au niveau de la mise en relation. On est garant, en fait, de l'expérience client de bout en bout. C'est-à-dire que nous, dès que la commande client est passée, on s'assure que le vendeur prépare cette commande, on s'assure de la livraison, on s'assure du paiement de la commande, mais on s'assure aussi du retour si jamais il y a un problème. Et d'ailleurs, on propose la garantie satisfait ou remboursé, qui est une garantie donnée par la loi tunisienne sur l'e-commerce. Une loi que, je rappelle, date de l'an 2000. Et en fait, Jumia, en plus de la mise en relation, est garant de l'expérience client et de la relation client-vendeur de bout en bout. Ce qui n'était pas forcément toujours le modèle utilisé par le groupe Jumia, mais c'est vraiment le modèle sur lequel on se positionne aujourd'hui en Tunisie et en Afrique en général. Mahdi. En fait, contrairement à Jumia, Vango a commencé comme un site e-commerce. Donc en fait, on gérait toute la partie de recrutement des clients jusqu'à la qualification, jusqu'à la partie logistique, préparation de commandes et livraison et services après-vente. Après, l'évolution marketplace a été automatique. En fait, la seule différence, c'est qu'en fait, en passant de modèle e-commerce classique à un modèle marketplace, on délègue la partie logistique. Et normalement, une fois qu'on arrive à une certaine taille, c'est plus facile de déléguer pour aller plus vite que faire le tout en interne. Mais toujours, comme a dit Lies, garantir toute la qualité. Ça veut dire, là, en fait, toute la chaîne est faite chez nous, mais à la fin, en fait, la partie préparation de commandes et livraison est faite à travers le commerçant directement. Mais nous, on fait un travail en amont de sélection. On est imposition un peu sur les clients AA+. Donc on essaye de sélectionner les produits, on est très sélectif par rapport aux produits qui sont sur notre marketplace. On est sélectif par rapport à la qualité des visuels par exemple et des fiches, c'est très important.
Nous mettons un studio à disposition des commerçants pour faire du shooting et pour faire la description des fiches produits de qualité. Et on est aussi très sélectif en termes d'expérience client, livraison dans les délais, dans la qualité, satisfaction client. L'objectif, c'est que le client final a la meilleure expérience tout en ayant en fait plus de choix, parce que l'avantage le plus important du marketplace, c'est en fait élargir plus l'offre. Yes. D'abord, juste un petit point sur la mixité. Je pense que la prochaine fois, il faudra que je laisse ma place pour qu'il y ait au moins une femme sur le panel. Là, on sera vraiment dans la vraie mixité. Ça, c'est un coup bas. Voilà, non, c'est un coup bas. Pour moi, j'aurais dû laisser ma place à quelqu'un de mon équipe. Donc l'année prochaine, on peut encore mieux faire. Mais bon, pour répondre à ta question, Khalil, moi j'ai une approche un peu plus peut-être distanciée par rapport à ce sujet. Les marketplaces, c'est rien de plus qu'une place de marché. C'est un souk, c'est les bazars, ça existe depuis. Le premier bazar a été retrouvé en Perse il y a plus de 5000 ans, et c'est un endroit où les gens se rencontrent en fait. Ils vendent, ils achètent, ils se rencontrent. Il y a des business qui se font entre particuliers, entre professionnels et des particuliers, entre les commerçants et des commerçants. Donc c'est d'abord un endroit où les gens se rencontrent, une offre et une demande qui parfois se crée de manière spontanée. Et avec le temps, les choses ont évolué, mais finalement, on revient toujours à ces modèles. Ce qui a peut-être un peu changé, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est peut-être plutôt il y a 50 ans, c'est l'introduction de deux grands modèles. D'un côté, des modèles de type hypermarché, qui rassemblent une demande avec un stock et qui encaissent à la sortie. Et donc c'est l'hypermarché qui est celui qui est payé et qui prend la responsabilité du stock. Et d'un autre côté, un modèle type mall, où on ne paye pas à la sortie du mall, on paye à la sortie de chaque magasin. Et c'est ces deux grands modèles, il y a plus de 50 ans, aujourd'hui, qu'on retrouve aujourd'hui sur le web. D'un côté, des gens qui viennent du monde du e-commerce et qui sont payés et qui gèrent en amont avec les fournisseurs, avec la qualité, etc. Et des modèles que nous, on suit dans un modèle d'Antayal, dans lequel on est là comme un mall pour que les gens se rencontrent, pour que les commerçants rencontrent des clients, pour que les clients rencontrent peut-être d'autres clients et vont faire des affaires ensemble, pour qu'il y ait peut-être même des affaires, de l'emploi qui peut se créer parce que les gens se rencontrent à l'intérieur de ce fameux mall géant qui est Tayara. C'est ce modèle-là qu'on a choisi, qui est le modèle historique du bazar d'il y a 5000 ans, créé en Perse. Donc en gros, en fait, si le produit est livré par la marketplace, que le paiement est effectué sur la marketplace, c'est assimilé à un hypermarché. Si c'est des shops qui sont sur une plateforme mutualisée, c'est assimilé à une galerie marchande ou un mall. Oui, c'est une vision un peu sûrement simpliste, oui. mais que j'apprécie parce qu'elle mérite d'être simple et cadrer le type de business model qui existe. Nous, chez Tayar, on a choisi ce modèle-là. On a commencé comme un site d'annonce, et on a évolué naturellement, parce qu'il y a des professionnels aussi sur notre plateforme, vers ce modèle du mall géant, souk géant, je préfère même dire bazar géant, dans lequel les gens se rencontrent, il y a tout. Et c'est aux gens de trouver... il y a des enjeux, il y a des difficultés, il y a des projets, il y a des difficultés par rapport à ça, et il faut qu'on les améliore, mais c'est ce modèle-là qu'on a choisi. D'accord. Moaz, au-delà de la définition du business model de la marketplace, aujourd'hui la marketplace est considérée comme étant une alternative au développement d'une approche digitale par le commerçant, ou est-ce un canal de distribution supplémentaire? Ou est-ce les deux? J'aime pas la question. Il y a une opposition. Je suis obligé d'y répondre quand même. Je vais y répondre. Il y a une opposition entre je vends en propre, là je vends une marketplace. Je vais prendre moi j'aime bien revenir au basique. Sortant du digital, revenons au normal. Normal, à Paris, depuis des années, il existe Galerie Lafayette ou Printemps. C'est des marketplaces. En fait, autant que marque, je peux venir prendre un corner dans lequel je vais vendre ma marchandise. Donc je m'appelle Chanel, je ne suis pas Chanel, mais je vais prendre Chanel. Je m'appelle Chanel, je vais prendre un corner chez Galerie Lafayette et je vais commercialiser ma marchandise. Ça me fait une opportunité de vente supplémentaire. Rien ne m'empêche d'avoir une boutique rue Cambon où je vais vendre les produits Chanel. Donc c'est la même chose, mais transposée dans le monde du digital. Donc dans le monde du digital, je peux avoir des vitrines supplémentaires. Donc si on revient au basique, le commerçant, la boîte de conserve, la boîte de conserve, il peut l'avoir chez lui sur ses étals et il peut la exposer par le même moment
dans différents canaux de vente supplémentaires. Rien ne m'empêche, moi, en tant que commerçant, de venir aujourd'hui, le produit, il est chez moi sur mon étagère, et en même temps, je vais l'exposer chez Jumia, chez Tayara et chez Bongo. Il n'y a pas d'opposition. Donc c'est plus une ouverture et des opportunités business supplémentaires qu'offrent ces marketplaces. Après, la marketplace peut avoir des propositions de valeur différentes. Je peux m'arrêter à une proposition de valeur telle que celle de Tayara, c'est-à-dire je mets un catalogue, j'offre juste le catalogue et le reste de l'expérience d'achat il va se faire ailleurs, ou je pousse plus loin pour aller jusqu'au paiement, voilà, jusqu'à assurer la livraison, ce que fait Amazon. C'est-à-dire Amazon, on peut acheter et on est livré par le marchand, voilà, on peut acheter et la marchandise, elle est ce qu'on appelle en fulfillment, c'est-à-dire je dépose ma marchandise chez Amazon et c'est Amazon qui va assurer la livraison. Donc il n'y a pas d'opposition en fait, c'est des opportunités supplémentaires, ça offre des opportunités de vente supplémentaires avec un avantage majeur, c'est que le produit fait le modèle classique. Quand je prends boutique Chanel ou Galeries Lafayette, le sac, je suis obligé d'avoir deux. Un qui est dans la boutique Chanel et un qui est chez Galeries. Fait le modèle digital, je peux en avoir un et je l'expose dans tous les canaux. Donc je réduis la valorisation de mon stock qui est un combat pour chaque retailer en fait. Excellent. Aujourd'hui, certains disent que le modèle de marketplace est en fin de vie. D'autres sont en train d'affirmer qu'il est plutôt en train d'évoluer vers un modèle de dropshipping ou d'une espèce de convergence entre les sites d'annonces et les modèles les plus connus de marketplace type Amazon, Alibaba. Juste avant de te poser la question, Yasser, Mouaz, je te demanderai de développer, d'expliquer le modèle le dropshipping. Ouais, on explique le dropshipping. Je vais revenir à l'exemple de la boîte de conserve qui est sur mon étal et que je vais exposer sur plusieurs vitrines. Dropshipping, je vais aller plus loin. Je vais vendre ce que je n'ai pas. La boîte de conserve, elle est chez mon fournisseur. Je la vends, et après l'avoir vendue, je vais aller la commander chez mon fournisseur, qui va me l'envoyer, et je vais l'envoyer. C'est ça le dropshipping. Je travaille en flux tendu. Je fais faire disparaître mon stock complètement. Mais je reste responsable de la vente. C'est-à-dire c'est moi qui vends, et c'est moi qui livre. Légalement, c'est moi le responsable, qui est contraire au modèle de marketplace, parce que le marketplace fait la loi française, je ne sais pas, fait la loi tunisienne, la marketplace n'est pas responsable de la vente. D'accord, d'accord. Yes, est-ce que ce modèle-là est en relation avec la convergence entre les sites d'annonces et les modèles de marketplace, disons, un peu plus classiques? De toute façon, quand on sort de l'univers des experts, quand on va dans la rue et qu'on demande aux gens, pour eux, tout ce qui est online égale je vais acheter un bien. Ils ne mettent pas des mots de type dropshipping, e-commerce, site d'annonce. C'est comment j'achète en ligne. Et ensuite, tout ça finit par converger. Nous, on est partisans d'une vision dans laquelle l'online ne vient pas concurrencer le commerce local. On est dans une vision dans laquelle l'online doit être un catalyseur et un média pour aider le commerce local. Il y a eu beaucoup de débats dans les dernières années sur la destruction d'emplois qu'un Amazon peut créer. C'est un bon exemple de citer président Trump, mais il a fait une déclaration hier matin. Amazon a perdu 50 milliards de dollars de valorisation dans la journée sur la destruction d'emplois. Ça me fait un peu mal de citer Trump comme exemple sur ce coup-là, mais il y a des vrais débats sur est-ce qu'il y a une destruction d'emplois ou pas. Nous, notre vision, c'est que plutôt que de les opposer, plutôt que d'être un intermédiaire qui va prendre une partie de leur marge qui est déjà faible, nous allons plutôt leur proposer des services, le fameux corner dont tu as parlé, supplémentaire, qui est optionnel en plus, ça peut rester gratuit, et qui va les aider à avoir plus de flux et qui peuvent avoir un flux eux-mêmes. Je tiens à préciser aussi, et c'est très important, que pour moi les modèles de marketplace doivent intégrer la dimension importante et mondiale du peer-to-peer, des particuliers à particuliers. C'est ce qui est en train de monter le plus vite dans le monde. Et ça, c'est des modèles dans lesquels on doit rester dans ce qui vient du monde des annonces et qui doit évoluer ensuite. On doit être un endroit qui doit être gratuit, où les gens peuvent commercer entre eux gratuitement, et ceux qui veulent avoir une valeur ajoutée, payer quelque chose de plus pour avoir un magasin en ligne, pour avoir quelque chose de plus. Ça, c'est fondamentalement notre vision. Elle est basée sur les fameuses économies du partage, elle est basée sur le fait de libérer le commerce local et de l'aider
plutôt que de venir peut-être en contradiction ou en tout cas au milieu du parcours client et de prendre une commission sur cette transaction-là. Mahdi, ton point de vue sur l'évolution de ce business model? En fait, d'abord, il faut savoir que pour les commerces en Europe, depuis le lancement, je pense fin des années 90, jusqu'à maintenant, ils connaissent une moyenne de croissance au-dessus de 10%, à deux chiffres. Et donc, leur problématique, la marketplace, elle a aidé... 30%. 30% en moyenne. En France, c'est 30% annuellement. Les dernières années, ils sont plutôt de 10%. Mais la moyenne peut être autour de 30%. Mais déjà, pour un secteur qui est très mature, ils font plus de 10% de croissance. C'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de domaines qui le font. Donc, à un moment, la marketplace était un des leviers de croissance sur le marché. Après, c'est pas qui est arrivé, c'est pas un échec, mais ils sont toujours à la recherche de nouveaux leviers de croissance. Donc après, ils sont allés dans le dropshipping, ils sont allés dans des modèles qui sont, voire même les pure players qui commencent à ouvrir des stores, puis après les acteurs importants du retail classique, Carrefour et tout ça, Darty, qui deviennent leaders de l'e-commerce. Donc il y a une évolution continue. Ce qui concerne la Tunisie, on est malheureusement très loin de ça. Malgré qu'il y ait une loi de commerce, comme il a dit Eliès, depuis 2000, les commerces a démarré les dernières années. Il commence, c'est tout le début. Donc le marketplace en Tunisie, elle a devant elle un grand avenir. Et je pense qu'éventuellement, quand on va user de ce levier-là, on pourra réfléchir à d'autres leviers. Il faut comprendre qu'en e-commerce, il y a deux centres de coûts importants. Ils sont le marketing et la question client et la logistique. La logistique en termes de financement et stock. Et d'ailleurs, une des résistances des commerçants par rapport au marketplace, ils disent j'ai mon site web ou je vais faire mon site web. En général, ils n'ont pas compris parce qu'en fait, le coût, c'est pas d'avoir un site web, c'est pas avoir un site web qui va faire qu'il y a de l'e-commerce ou va développer le commerce. Ce qui coûte cher, c'est en fait l'investissement quotidien, mensuel, régulier qui va être investi pour ramener régulièrement des clients. Donc l'avantage pour le commerçant, quand il va mettre sur une vitrine, c'est en fait bénéficier d'un trafic, je ne vais pas dire gratuitement, mais au lieu de payer un budget marketing, il va payer à la performance, donc il va payer juste une commission sur la vente. Le deuxième centre de coût, c'est avoir le stock. Donc après, les modèles en Europe, avoir des commerçants, même du monde classique comme Fnac, qui font appel à la marketplace. Pourquoi? Parce que même Fnac, elle ne peut pas avoir dans leur stock toutes les références imaginables et possibles, donc ils arrivent à diversifier. Donc au fait qu'ils soient des retailers classiques qui sont le digital, qui sont des retailers qui cherchent de nouveaux canaux, il n'y a pas de contradiction parce qu'il y a une synergie. L'idée, c'est que les pure players comme Vongo ou Jumia, ils investissent beaucoup pour recruter du trafic, donc ils cherchent à diversifier l'offre pour optimiser les coûts d'investissement en termes de taux de conversion. Et c'est une opportunité pour les commerçants qui ont un stock physique, qui veulent le diffuser et augmenter leur taux de change. Et éventuellement, ils peuvent créer leur site, ils peuvent mettre sur plusieurs marketplaces, ils peuvent eux-mêmes devenir marketplace. C'est la synergie et la multitude de tous ces canaux-là qui va vraiment développer les commerces, qui va devenir, je vais dire, qui va représenter un bon pourcentage de tout ce qui est échange en Tunisie, parce que je pense aujourd'hui, je n'ai pas exactement les chiffres, mais ça doit être moins de 1%. C'est clairement moins de 1%. À en croire la stratégie de Jumia d'implantation dans les pays africains, je ne pense pas que vous croyez que le modèle de marketplace est en fin de vie. Pas du tout. En fait, Jumia est présent dans une vingtaine de pays africains. Aujourd'hui, on double de chiffres chaque année. En Tunisie, l'année 2018, c'est l'année de la Tunisie dans le groupe Jumia, et Jumia investit beaucoup en Tunisie. Pourquoi en Afrique? En Afrique, parce que, en plus, le commerce physique, donc je reviens justement à ce qu'a dit Yasser, le digital, finalement, ce n'est qu'une réplique du monde réel, en fait. C'est un autre monde, c'est un monde virtuel, digital, où on passe de plus en plus de temps, où les gens sont là, sont en train de vivre, sont en train d'engager des relations sociales, sont en train de jouer, sont en train de s'informer, de commercer, de faire des transactions. Donc ce monde digital, c'est un monde un petit peu additionnel, en fait, qui est créé, qui prend de plus en plus de temps, d'énergie, d'efforts et de l'argent des gens. Et ce monde-là, en fait, ne va être qu'une augmentation, une addition à nos activités normales. Et en Afrique, le commerce, notamment et le retail, peut-être un peu moins en Tunisie, mais en Afrique en général, l'infrastructure commerciale manque beaucoup.
J'ai des chiffres, hein, en fait. Aux États-Unis, par exemple, il y a à peu près une boutique pour tous les 6 personnes. En Afrique subsaharienne, c'est une boutique pour toutes les 20 000 personnes. Donc il y a un vrai problème d'offre. C'est moins le cas en Tunisie, mais ça reste une grande différence. Donc le monde digital, c'est une vraie disruption, et l'e-commerce et le modèle de marketplace permet justement d'un coup de connecter des millions de PME à des centaines de millions de clients. Aujourd'hui, Jumia, il y a une transaction commerciale toutes les 2 secondes sur Jumia Afrique en général. Aujourd'hui, ce centre commercial important en Tunisie aujourd'hui, nous, par exemple, pour le mois de mars, on va atterrir sur une moyenne de 2 millions de visites par mois. Ça nous met comme un des plus grands centres commerciaux en Tunisie, que ce soit virtuel ou réel. Au-delà des chiffres, en fait, en termes d'évolution du business model, est-ce que vous allez assumer vis-à-vis du client final la gestion de la marchandise par rapport à vos fournisseurs, ou est-ce que vous allez vous en désengager au profit d'un business model où le fournisseur livre et vous êtes uniquement une plateforme de mise en relation? Non, on va de plus en plus vers l'engagement, justement. En fait, on a testé plusieurs business models chez Jumia avec des noms différents, et finalement, on pense que, en tout cas pour nous, il y a une vraie place à prendre en Afrique pour un business model engagé. C'est-à-dire où Jumia est garant de l'expérience client de bout en bout. C'est pour ça, par exemple, on propose la garantie satisfait ou remboursé, qui permet justement au client, au pire des cas, s'il y a le moindre souci ou s'il a tout simplement changé d'avis, de retourner la marchandise, et ça reste sous la garantie justement de Jumia qui prend en charge ça. C'est pour ça aussi les opérations logistiques qu'on externalise, mais sont totalement faites sous la responsabilité de Jumia. C'est pour ça aussi on est de plus en plus en tout cas sélectif sur le choix des vendeurs et des partenaires et ceux qui vendent chez Jumia. Ceci dit, moi je pense et je crois beaucoup dans l'ouverture en fait. Ces places de marché, l'élément ou l'argument le plus important, c'est l'ouverture sur les clients, c'est pour permettre le plus de transactions possible et pour permettre une sorte de libre circulation en fait justement des marchandises et des transactions. On y reviendra. Moaz, par rapport à l'évolution de ces business models-là, comment a été le cas dans les marchés matures? Enfin, si on prend l'exemple du marché français, par exemple. Si on prend le marché français ou le marché américain, c'est à peu près la même chose. Le modèle classique de la marketplace, c'est la marketplace qui est venue sur le retailer un peu généraliste, un peu l'hypermarché. Là, on parle d'Amazon, d'Alibaba. Ce modèle-là, on rentre dans une phase de consolidation du marché. C'est Alibaba, Amazon sont en train de tout bouffer. Ils sont en train de prendre tout le marché et quasiment il n'y a plus de place à des concurrents sur le marché européen ou américain. Je pense qu'il y a encore de la place en Afrique. Maintenant, on est en train d'observer de plus en plus d'émergence de nouveaux business models basés sur le concept de la marketplace. Le premier, c'est des retailers qui ont cherché à diversifier, et ça a été cité, leur catalogue de produits. On peut prendre le cas de Galerie ou de Darty, c'est un complément de catalogue, c'est-à-dire je vais autoriser des marchands qui ont des produits que moi je n'ai pas à venir vendre sous ma marque. Et on observe l'émergence du modèle marketplace dans le monde du service. Airbnb et toutes les plateformes de réservation, de services, c'est des plateformes de marketplace en fait, mais qui vont commercialiser les services. On observe l'arrivée des marketplaces sur les banques. Donc aujourd'hui, on a des banques, c'est juste des front office. Si on prend la N26 par exemple, c'est juste des front office. Donc je vais commercialiser des produits qui ne sont pas les miens. La carte bancaire, elle vient d'un organisme bancaire, l'assurance, elle vient d'un autre, et ainsi de suite, et je vais commercialiser ça. Donc il y a un recyclage du modèle marketplace, du concept de marketplace, dans d'autres domaines différents. Et c'est là où ça bouge. Ce matin même, j'étais en point téléphonique avec un directeur général d'une entreprise qui fabrique des poids lourds, en fait, et qui fait la location de poids lourds et qui souhaite lancer une marketplace de location de poids lourds. Donc on va plus dans la déclinaison du concept de marketplace sur d'autres métiers ou sur d'autres modèles. Dans le retail, on est plus sur de la consolidation. D'accord. Yes. Penses-tu qu'on va suivre la même... Enfin, est-ce qu'on aura la même évolution sur le marché local? Et par la même occasion, comment dire, est-ce qu'il y a des freins au développement des marketplaces aujourd'hui en Tunisie? D'accord. Bon, de toute façon,
les marketplaces sont, comme je l'ai dit au début, en tout cas ma vision des choses, c'est qu'elles ont toujours existé depuis 5000 ans et elles évoluent en fonction des technologies donc qui sont à rien d'arriver. Et après, c'est une adoption au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, quand on lit la littérature des marketplaces, les sujets qui se développent le plus, c'est par exemple les marketplaces B2B, les marketplaces de services, les sites d'emploi sont une forme de marketplace. Donc le mot marketplace commence à juste revenir à ce qu'il était, et normalement, c'est une place de marché où une offre et une demande se rencontrent. Et l'évolution en Tunisie, elle est en train de suivre finalement la tendance mondiale, avec un certain nombre de freins supplémentaires, pour revenir à ta deuxième question, qui sont liés notamment à la problématique de paiement. Et ce qui va venir naturellement, c'est tout ce qui est livraison. La livraison, pour faire simple, c'est un problème d'œuf et la poule. Qu'est-ce qui vient en premier? Un circuit logistique, avant qu'il n'y ait assez de demande, c'est un peu compliqué, et vice-versa. Bon, ça va s'arranger, c'est en train de s'arranger au fur et à mesure. Par contre, les problématiques liées au paiement sont aujourd'hui bloquées, soyons simples et directs, sont aujourd'hui bloquées par une régulation qui ne permet pas de faire du mobile payment. Ce n'est pas un problème technologique, ça fait 15 ans que au moins 15 ans que c'est résolu, avant même le smartphone. C'est un secteur bancaire et une poste qui ne veulent pas ouvrir le mobile payment à des acteurs qui peuvent le faire d'ici demain, si c'était souhaitable. Donc, tant que le mobile payment n'est pas développé, on ne verra pas on verra des modèles basés sur du cash on delivery, donc du paiement à la livraison. Qui dit paiement à livraison dit une énorme prise de risque pour un commerçant qui commence. Des grands acteurs peuvent se le permettre, parce qu'ils mutualisent ce risque sur des dizaines de milliers ou des millions de transactions. Des petits e-commerçants ne peuvent pas se permettre le cash on delivery, donc la livraison, le paiement à la livraison. Et donc ça freine l'éclosion de ces modèles-là. Donc le problématique de paiement est un vrai sujet et aujourd'hui un des freins majeurs à l'éclosion du digital en général. Marketplace, c'est un élément, mais il y a beaucoup d'autres sujets dans le digital qui sont bloqués par cette problématique centrale du paiement mobile. Okay. Juste pour information, aujourd'hui, d'après les estimations et les statistiques ont l'air de se rapprocher, plus de 90% des transactions en ligne en Tunisie sont faites en cash on delivery, en paiement à la réception. Donc c'est assez révélateur de la situation du marché. Mahdi, quel est ton point de vue par rapport à ce qu'on disait et par rapport aux freins au développement des marketplaces aujourd'hui, sachant que Vango est un business model localo-local, tuniso-tunisien et qui a émergé from scratch? En fait, il faut revenir à la base qui est le consommateur. Donc il faut imaginer pourquoi le consommateur va acheter en ligne, ce qui était le cas. Maintenant, c'est évident en France que quelqu'un va sur un site en ligne. En Tunisie, c'est le début. Pourquoi quelqu'un va voir un site en ligne? Bon, un des intérêts, c'est la facilité d'avoir une offre. Donc en fait, il y a quelque chose qu'il peut le trouver facilement sur Internet. Il faut chercher un peu partout. Donc du coup, c'est lié à la diversification de l'offre. Et sans marketplace, je ne vois pas comment quelqu'un va faire toute l'offre disponible en Tunisie en stockant chez lui. Donc c'est un passage obligatoire. La deuxième raison, ça peut être aussi avec la vie qui devient de plus en plus compliquée. Je n'ai pas le temps d'aller voir la boutique, même si je sais où est l'offre. Donc je préfère l'acheter en ligne. Mais pour être honnête, je ne pense pas que le pourcentage est important. Il y en a qui la motivation est ça. Et la motivation la plus importante, c'est parce que je trouve sur Internet les meilleures offres. Les réussites, à part Amazon en France, c'est ces discounts parce qu'on trouve les meilleures offres là-bas. Et du coup, la marketplace va ouvrir je veux dire, dans l'économie, on a toujours la tendance à vouloir le marché parfait. Ce n'est pas le marché parfait, mais il va essayer de tendre, d'aller à une offre très diversifiée, à des offres de plus en plus optimisées parce qu'on essaye de réduire les coûts, on essaye d'optimiser les taux de conversion. Donc il y a une évolution dans ce sens-là. Les freins sont multiples. Les freins, ils sont d'ordre culturel parce que le fait que les gens payent quand cash on delivery, il y a un surcoût logistique qui n'existe pas en Europe parce qu'il y a beaucoup de retours. Il y a des retours parce que quand on envoie une marchandise, ils payent qu'à la livraison. Ce n'est pas 100% des personnes qui vont payer. Donc ce surcoût, il est propre à la Tunisie, qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a d'autres problématiques d'ordre réglementaire, d'ordre volume, d'autres culturels parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais je pense que l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a des acteurs et quand il y a beaucoup d'acteurs, les commerçants de plus en plus sont intéressés parce que
Le plus grand frein au début, c'est la même chose qu'était la marketplace, même pour les hôteliers, par exemple pour hotels.com. Si je vais faire de la vente en ligne, je dois dédier des personnes, je vais faire tout un process de vente en ligne. Je ne vais pas le faire pour vendre 2 produits par jour. Donc j'ai besoin de volume. Maintenant, avec l'évolution du commerce, on garantit les volumes. Avec la diversification de l'offre, il garantit le volume. Donc aujourd'hui, un commerçant qui va mettre une personne pour pouvoir préparer les commandes et la vendre, en mettant son offre sur Jumia, sur Vango, sur Tayara et autres, et il est certain aujourd'hui d'avoir le volume nécessaire pour rentabiliser ça et que ce ne soit pas un canal de distribution qui est embryonnaire ou insignifiant, mais qui devient un canal vraiment important pour lui en termes de pourcentage de vente. Lies, par rapport aux freins, quels sont aujourd'hui les freins qui sont identifiés au niveau du Jumia pour votre développement sur la Tunisie? Moi, je vais commencer par un constat positif. Je pense qu'aujourd'hui, l'e-commerce, il est vraiment sur une tendance de vente positive en Tunisie et qu'il y a vraiment un cercle vertueux justement qui est en train de s'enclencher. Comme a dit Mehdi, en fait, c'est vraiment, il y a plus d'offres, il y a plus de vendeurs, donc il y a plus de volume, plus de flux, donc on met plus d'efforts, d'énergie, donc la qualité augmente et donc ça ramène les clients, ainsi de suite. Par contre, moi, je vois 2 freins. Le premier frein, pour moi, c'est la confiance. Il faut vraiment en fait que la confiance augmente dans l'offre et les produits de l'e-commerce parce que finalement, la personne, quand il va acheter un produit dans les circuits normaux, il va le voir, il va regarder, il va pouvoir l'ouvrir, peut-être l'essayer. Et donc, du coup, finalement, il a eu toute cette expérience et il va faire une décision totalement rationnelle et réfléchie et testée. L'e-commerce, finalement, c'est virtuel, il ne voit pas le produit et il y a toujours le risque que le produit final qu'il va recevoir ne correspond pas exactement, au moins, à sa perception du produit. Donc, il y a vraiment une question de confiance importante. C'est pour ça, Jumia, en fait, et d'ailleurs, le législateur tunisien a prévu ça, un droit de rétractation en 10 jours. Et nous, en fait, on donne la garantie satisfait ou remboursé. Le deuxième frein, c'est le paiement, clairement. Le paiement mobile, notamment, parce que certainement, il y a le cash à la livraison. Aujourd'hui, c'est une solution possible, mais c'est une solution qui a un coût important, c'est une solution qui représente des risques, et c'est une solution aussi qui n'est pas simple. Il faut avoir le cash sur soi pour pouvoir payer, en fait. Alors que si on avait juste un portefeuille électronique sur son téléphone portable, techniquement, c'est faisable et c'est très facile, ça aurait vraiment, vraiment simplifié la situation. Parfait. Il faut quand même saluer à ce titre les premières initiatives qui sont en train d'être prises au niveau du gouvernement. En fait. Enfin, c'est peut-être pas suffisant selon vous, mais c'est quand même un bon premier pas. Une question qui va peut-être fâcher un peu. Les marketplaces en général ont tendance à digitaliser le marché physique. Tout le monde s'accorde à dire ça, tout le monde s'accorde à dire à ce que ce n'est pas de la cannibalisation, c'est un marché complémentaire. Et donc du coup, les commerçants physiques ont tendance à aller vers le digital pour aller chercher un chiffre d'affaires supplémentaire. Sauf que quand le marché physique est à plus de 50% au black, un marché parallèle, la digitalisation va probablement avoir le même effet. Donc ça va être une transposition de la situation du marché, de l'économie normale, entre guillemets, vers l'économie digitale. Qui a envie de répondre en premier à cette question? Je vais m'avancer. Il faut d'abord définir le black. Qu'est-ce qu'on appelle le black? Est-ce que celui qui ne paye pas le TVA, celui qui ne paye pas le droit de douane ou multiple? Donc en fait, ou celui qui fait de la contrefaçon. En tant que garant par rapport de la qualité... Pardon, Mahdi, en fait, le black, c'est tout ce qui ne rentre pas dans le PIB du pays. Oui, je veux dire, il peut être partiellement black, c'est pour cela. Il peut rentrer dans le PIB, mais il ne paye pas de TVA. Bref, donc finalement, en tant que garant par rapport au client final de la qualité, il y a des choses qu'on peut contrôler. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas d'offre de contrefaçon parce que c'est quelque chose qu'on peut la contrôler, on peut savoir si c'est d'origine ou non. Les marques internationales, on travaille qu'avec les distributeurs officiels, donc ça, c'est facile à contrôler. Après, en fait, contrairement au mode e-commerce où nous facturons le client final, la marketplace, c'est le commerçant qui va facturer le client final. Et encore, quand je dis facturer, c'est bon de livraison, parce que la loi tunisienne est spéciale dans le monde. Nous, on a commencé par facturer chaque client, et après, on a abandonné, parce que tout simplement, il y a un truc spécial en Tunisie qui est le 500 millim de timbre. Et la loi tunisienne prévoit qu'un commerçant n'est pas obligé de facturer chaque client,
puisqu'il peut facturer une fois par jour. Donc nous aussi, les ventes, on les facture une fois par jour, comme il fait Carrefour. Quand vous allez à Carrefour et vous demandez une facture, il ne vous donne pas de facture, il faut payer 500 millim. Ce n'est pas parce que Carrefour est black, mais parce que les 500 millim, la facture, il n'est pas obligé de vous donner. Donc de l'autre côté, un client final ne peut pas savoir, que ce soit dans le monde réel ou Internet, si en face, la personne est en règle par rapport à l'autorité fiscale ou non. Parce que le fait de ne pas avoir une facture dans le commerce en Tunisie, malheureusement, c'est la situation normale. Donc ça, le deuxième point, on ne peut pas savoir quand la livraison est effectuée, est-ce que le commerçant a fait sa facturation derrière, il a déclaré ou non. Il n'y a aucun moyen en tant que marketplace ou même qu'un consommateur qui a une responsabilité civile de vérifier ça. Le troisième élément, c'est par rapport à la douane. Donc, ils disent que le commerçant en général, il a une responsabilité par rapport à la marchandise, est-ce qu'elle a payé les droits de douane ou non. Donc, les solutions pour vérifier ça, c'est demander aux commerçants les déclarations. Le problème, c'est les déclarations, il y a le prix d'achat. Il n'y a aucun vendeur dans le monde qui va vous donner les origines et le prix de son achat. Donc, aujourd'hui, ça n'existe pas, malheureusement, une attestation qui est donnée par la douane, où il n'y a pas le prix d'achat, qui va dire que cette marchandise a bien déclaré. Donc finalement, peut-être il faut voir à l'origine, s'il y a 50% de black en Tunisie, c'est qu'il n'y a pas moyen que le consommateur final ou même l'intermédiaire de contrôler ça. Et comme on n'arrive pas à le contrôler sur le marché naturel, c'est normal qu'on ne peut pas le contrôler sur le marché digital. Mais ce qui est important sur le marché digital, que c'est visible à tout le monde. Donc probablement combattre l'informel sur le digital va être plus facile. Ce n'est pas évident en Tunisie, mais ça va être normalement plus facile que le monde réel. Merci. Yes. Je pense justement que le monde digital, encore une fois, ce n'est qu'une augmentation ou une transposition du monde réel. Et le marché parallèle en Tunisie, c'est un grand enjeu pour l'État, financier, social et même sécuritaire en fait. Nous, chez Jumia, justement, on est conscient de ces problématiques-là et on travaille dessus en mettant quelques règles et quelques process. Donc, on travaille en amont et en aval. En amont, en fait, on a mis en place justement des critères de sélection assez stricts pour nos vendeurs, justement, notamment en imposant que tous ces vendeurs soient dans le circuit formel, c'est-à-dire avec patente, registre de commerce, numéro de TVA, un RIB bancaire réglementaire, ainsi de suite. Tous les flux financiers, par exemple, avec nos partenaires vendeurs, sont tracés et sont faits de façon de virement bancaire. En aval, justement, en fait, on a mis des protections par rapport aux clients, parce que finalement, notre seul fonds de commerce et notre principal fonds de commerce, c'est bien sûr nos partenaires et les vendeurs qui sont dans la place de marché, mais c'est surtout le client final. C'est le client final qui fait vivre et qui fait bouger toute cette marketplace, en fait. Si on imagine un centre commercial où il n'y a pas de clients qui arrivent, ça ne sert à rien en fait d'ouvrir ce centre commercial. Et pour les clients justement, donc en aval, on met en place en fait cette garantie de satisfait ou remboursé. Le client aussi a le droit justement à la facture. D'ailleurs, c'est un droit qui est donné dans la loi tunisienne. Bien sûr, il y a c'est un droit qu'il peut demander et qu'il peut exiger. Ce client-là aussi a des droits en termes de garantie sur les produits, ainsi de suite. Donc vraiment, la solution qu'on est en train de mettre en place et qu'on est en train d'appliquer chez Jumia, c'est de mettre des garde-fous en amont et en aval, justement pour combattre ce fléau. Yes. Je pense que... Juste une remarque par rapport à la facture, parce que la loi tunisienne dit la pratique, ça ne donne pas systématiquement facture, mais les clients ont le droit de demander. Mais il doit payer 500 millim, ce qui s'arrive chez Carrefour, si vous voyez. Donc en termes de logistique, en termes e-commerce, vous prenez n'importe quelle plateforme internationale, vous voulez l'adapter à cette réglementation, en pratique, ça devient casse-tête. C'est un casse-tête pour le commerçant ou le marketplace, c'est un casse-tête pour le client final. Du coup, j'en connais pas beaucoup. En tout cas, les gens, ils vont pas demander systématiquement parce qu'il faut payer, il faut faire la demande, il faut attendre, ça devient exceptionnel. Et quand on fait quelque chose d'exceptionnel, si sur 1000 ventes, il y a un client qui va demander la facture, bah finalement, on va déclarer 1 pour 1000. C'est pas ça qui va résoudre le problème non plus. D'accord, mais il en va aussi de la survie du business model de la marketplace, en fait. Enfin, c'est d'imposer des règles strictes à ses fournisseurs pour que le modèle se développe dans le bon sens. On y reviendra par la suite, en fait, enfin, si le temps ne nous permet. Entre-temps, Yasser, ton avis nous intéresse. Le marché parallèle existe.
On sait tous les différentes statistiques autour de ça. Mais pour prendre une image simple, c'est pas quand on met de la lumière, le digital est une lumière, quand on met les légères sur de la saleté, on ne dit pas éteignez la lumière. Quand on voit un problème sous son tapis, on ne met pas à remettre le tapis, quoi. Le digital est un formidable moyen de mettre la lumière sur le problème et de le rendre transparent. Enfin, vous le savez tous, vous pouvez tous signaler une annonce à tout moment. Nous, on a fait ce choix d'interconnexion. On est parti d'un site d'annonce, on évolue avec le temps, où chaque personne peut signaler à tout instant n'importe quelle annonce et elle est modérée en temps réel. Et ensuite, depuis qu'on a lancé notre produit Shops assez récemment, les gens qui rentrent et qui souhaitent se déclarer en tant que shop officiel sont évidemment suivis avec un matricule fiscal, TVA, etc., etc. Bon, maintenant il faut être clair dans qui on est. Je pense qu'on peut, on doit choisir les modèles qui on est. Nous, chez Taïla, on a choisi d'être un centre commercial. Et c'est le centre commercial où chacun paye dans le magasin. Et on essaie de réguler, on perçoit quelque part un loyer schématiquement par rapport à ce centre commercial. Et puis on essaie de faire en sorte que ce soit clean et propre, etc. Quand on est un modèle où on encaisse l'argent, quand on vient du e-commerce, c'est le cas de certains confrères ici, et qu'on est payé, et qu'on livre, et qu'on fait la sécurité, et qu'on peut même des pénalités, le cas échéant en cas de non-respect, on devient le commerçant. Quand on achète quelque chose chez Carrefour, et qu'il y a un problème défectueux chez Carrefour, on va chez Carrefour. Et donc il faut juste être bien clair sur les différents modèles et qui on est, pour que les utilisateurs sachent bien, les clients sachent bien à qui s'adresser dans le cas 1 ou dans le cas 2. Les centres commerciaux, on paye chez le magasin. Dans un hypermarché, on paye à la caisse, à la sortie de l'hypermarché. Et c'est ça, fondamentalement, une différence à laquelle il faut être bien vigilant. Et donc, quand on est client, il faut savoir dans quel modèle on est, quoi. D'accord. Encore une petite parenthèse par rapport aux chiffres. Aujourd'hui, nos estimations au niveau du CEVAD, c'est que la taille du marché elle est de l'ordre de 200 millions de dinars, en gros, si on croise avec les données de paiement par carte et des statistiques de paiement à la réception. Sur les 200 millions de dinars, il n'y a que 100 millions de dinars qui sont captés réellement par l'économie nationale. Le reste, a priori, ça doit être du black. Au-delà de ça, si on considère l'inclusion digitale de la Tunisie, qui est de l'ordre de 70%, ces 200 millions de dinars, aussi importants soient-ils, ne représentent que 0,2% de notre PIB. Ça veut dire que si on suit le modèle les statistiques des marchés matures, probablement qu'à horizon 5 ou 10 ans, on va avoir 2 à 3% de notre PIB qui sera digital. Donc on parle là de 3 à 4 millions de dinars. Sur 200 millions de dinars, 100 millions ne font peut-être pas mal. Sur 4 milliards, ça risque de faire mal. Donc du coup, il en va de notre responsabilité à tous de trouver des solutions, vous en tant que marketplace ou tous les e-commerçants, pour justement essayer d'éliminer. À ce titre, Mouaz, sur les marchés matures, est-ce que cette problématique-là a été rencontrée lors du démarrage et quelles sont les mesures qui ont été prises éventuellement, si c'est le cas? Il n'y a pas le black. Après, il faut revenir... Il y a peu de black. C'est pas qu'il n'y a pas. Il faut revenir au basique. Qu'est-ce qui va faire que vous allez faire une transaction avec un marchand? En fin de compte, vous lui faites confiance. Quand vous rentrez dans une boutique, soit vous faites confiance au responsable de la boutique et vous achetez, soit vous ne faites pas confiance et vous sortez. Si vous regardez la base, la clé de la base, c'est la confiance. Et donc, il faut être honnête avec le client. Si on prend le cas de Amazon, si vous regardez toute la com d'Amazon, tous les engagements d'Amazon sont tous tournés sur la fiabilité de la transaction, c'est-à-dire la fiabilité logistique. Je vais vous livrer en temps réel, en temps promis, sur la garantie, le prix le moins cher, des choses comme ça. Je n'ai jamais trouvé chez Amazon une garantie par rapport à l'authenticité du produit. Et derrière, Amazon transpose cette exigence de confiance, il va la transposer sur ses marchands. Quand vous travaillez avec Amazon, vous avez des SLA, donc des Service Level Agreement, bien définis. Un cas très simple, basique.
Amazon vous oblige de satisfaire 98% de vos commandes. C'est-à-dire sur 100 commandes, vous avez le droit à être en retard sur 2 commandes. Si vous sortez du SLA, il vous coupe les accès. J'ai un cas réel de mon client qui fait 12 millions de chiffre d'affaires sur la période de Noël. Période de Noël, dernière semaine de novembre, les 3 premières semaines de décembre, il fait 12 millions de chiffre d'affaires sur Amazon, uniquement. Le 25 novembre, ils leur ont coupé les accès. Parce qu'ils ne respectaient plus les SLA. Donc ils les traitent comme des fournisseurs et ils leur mettent des SLA de malades pour que ça marche enfin, pour qu'eux, ils puissent garantir la confiance et l'image qu'ils vont envoyer aux clients. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous faites, mais ça doit être hyper compliqué pour vous parce que garantir l'authenticité d'une marchandise en Tunisie, ça relève de l'impossible. Donc il faut plutôt travailler sur la confiance avec le client et considérer le marchand qui est chez vous comme un fournisseur et non pas comme client. Parce qu'il y a pas mal de marketplaces qui font l'erreur d'aller le chercher comme client. C'était le cas de Rue du Commerce. C'était le cas de Rue du Commerce. Oui. Rue du Commerce, il est traité comme des clients et du coup, c'était le bazar absolu. Les mecs qui sont engagés sur 72 heures de livraison, j'ai des commandes qui étaient livrées après 3 semaines. Il n'y avait que moi qui pétais un câble. Hein. Tout le monde trouvait ça normal. Oui, mais le marchand, il avait des problèmes, il avait machin. Voilà, ça donne ce qu'a donné aujourd'hui ce qui se passe avec Retuco, qui va devenir Carrefour.fr et qui vont tout refaire. Maintenant, je vais prendre un autre cas aussi que j'aime bien, qui ressemble beaucoup le modèle de Tayara, qui est Le Bon Coin. Quand vous allez sur Le Bon Coin, c'est affiché. C'est la même entreprise. C'est la même entreprise. Sur Le Bon Coin, en France, c'est affiché. Quand vous faites la transaction et quand vous recevez le mail, c'est écrit. Ils vous préviennent de ne pas donner votre carte bleue, de vérifier la marchandise, d'aller l'observer réellement, de faire... Ils vous donnent des conseils afin de vous protéger, que ce soit en tant qu'acheteur ou que ce soit en tant que vendeur. Et en fait, il faut déplacer le débat. Aujourd'hui, aller se battre sur le black, je vous souhaite bon courage, mais c'est l'Everest face nord. Battez-vous plutôt sur comment garantir la confiance avec vos clients et je pense que c'est un avis personnel, si on déplace le débat sur la confiance, les clients vont venir sur les marchés traditionnels avec la confiance et c'est avec ça qu'on va réussir à tuer le marché parallèle. Oui. Je le pense, après c'est mon avis personnel. Au-delà de la garantie et de la confiance, je pense aussi que aujourd'hui, si le marché structuré rentrait réellement dans une approche digitale et que tous les marchands allaient se déplacer sur le digital avec leur propre commerce en ligne et puis en vendant également sur les marketplaces, c'est le moyen le plus efficace pour avoir une offre alternative à l'offre black en fait. Enfin, il suffit d'avoir une offre intéressante, le client va valoriser l'expérience et puis il va valoriser la confiance qu'il a dans ces marchands-là. D'ailleurs, je te donne, tu pourras enchaîner dessus, mais dans la foulée aussi en fait. Enfin, moi, il y a le chiffre de 12 millions qui m'a fait quelques dollars. Aujourd'hui, ces 12 millions-là, est-ce qu'ils ne pourraient pas être captés au niveau de nos opérateurs tunisiens, au niveau de nos marchands tunisiens? Est-ce que la marketplace peut être un levier d'exportation pour les opérateurs locaux en B2B, en B2C, en B2C2B, en fait, ou quelle que soit la manière, histoire d'aller capter un peu de ce potentiel-là? Merci pour la question. Je t'en prie. Je vais revenir sur juste un exemple sur la confiance parce qu'il vient en tête. Il y a quelques années, je ne sais plus, il y a 10 ans je crois, je ne sais plus si Mons of Bay existe encore ou pas. Oui. Mon père a acheté une télé à Carrefour. Et je lui dis, mais t'es con, tu peux l'acheter à Mons of Bay à la moitié du prix. Il m'a dit, non, chez Carrefour, j'ai une facture, j'ai une garantie, si elle tombe en panne, je peux aller la réparer. Chez Mons of Bay, le mec, je ne suis pas capable de le retrouver. Donc si on travaille sur cette culture-là, je pense qu'on va tuer le black. Là, je vais revenir sur ta question que j'adore et que je trouve que c'est là où il y a un segment majeur de développement pour l'économie tunisienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la difficulté de l'exportation? La difficulté de l'exportation, c'est d'aller toucher le client final. Aujourd'hui, il y a des gens à l'échelle mondiale qui t'ont dit « Donne-moi ta marchandise, je m'occupe du client ».
Amazon, Alibaba, et ça peut être Jumia en Afrique. Ça veut dire que le petit artisan qui est au fin fond de la Tunisie, qui est en train de fabriquer un produit magnifique, qu'il est en train de le commercialiser à 5 euros, alors que normalement, ce produit-là, il peut offrir une expérience où on peut le vendre à 200 euros, parce qu'il faut toucher le cœur, et quand on touche le cœur, il n'y a rien qui compte. Ce produit-là, les marketplaces, on peut le mettre sur Amazon. C'est le modèle Chapitre. Chapitre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les libraires étaient en train de crever. Tu peux expliquer le modèle Chapitre? Chapitre, les libraires, librairies, qui vendent des livres, étaient en train de crever en France. Pourquoi? Amazon, en France, on n'a pas le droit de varier le prix du livre. Il est fixe. C'est imposé par la loi. Donc Amazon, il a dit, je vais vendre le livre au prix du marché et je ne facture pas la livraison. Donc je suis assis sur mon canapé, j'achète le livre, le lendemain je l'ai. Pourquoi je vais aller me faire chier à descendre dans le froid, aller chercher un libraire et je ne sais pas s'il a le livre ou pas. Donc les librairies étaient en train de mourir. Ils ont travaillé sur la valeur de ce qu'on appelle le livre d'occasion et le livre ancien. Le livre ancien, ça peut être un Don Quichotte du XVIe siècle. Et ils ont dit, ça, il faut qu'on le ramène sur les marchés digitaux. Et on va aider les libraires à le faire. Donc le libraire, il va contractualiser avec Chapitre. C'est ça, et chez Chapitre qui va s'occuper de tout le lien entre le libraire et la marketplace. Et ce qu'ils font, c'est que ce livre-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le faire mettre sur leur propre site à eux. Chapitre, c'est une boutique. Et après, ils vont le remonter sur Amazon, Fnac, ABC, Price Minister, sur tous les canaux. Et donc, on va booster l'opportunité de vente. Donc c'était une marketplace B2B. C'est un intermédiaire en fait. C'est un intermédiaire entre... On est sur un B2B2C. Et le B au milieu qui est l'intermédiaire. Et ce B-là, celui du milieu, c'est là où il y a vraiment un vrai business à faire en Tunisie parce que... Et dans tous les pays émergents, on peut faire le même en Maroc. Hein. Amazon ou Alibaba, le B du milieu. Voilà. Le premier B en fait, qui est intéressant. Le premier B, ça serait Amazon ou Alibaba. Le milieu, l'intermédiaire. Oui, le. Okay. Je suis un peu fatigué. Du coup, c'est là où il y a un business. Par contre, la difficulté. Moi, j'ai réfléchi au modèle. Hein. À un moment donné, j'ai réfléchi au modèle. La difficulté, c'est ce que je disais avant. Chez Amazon, quand je dis c'est 72 heures de livraison, 98 de mes commandes doivent arriver en 72 heures. Et là, j'ai un délai aléatoire au niveau de la douane. Comme ça peut être 2 heures, comme ça peut être 2 ans. Ça dépend du nombre de cafés que je vais payer, pour rester gentil. Donc, du moment qu'on ne travaille pas sur les procédures douanières, qu'on ne travaille pas sur la politique de change, qu'on ne réfléchit pas sur des moyens de comment je vais faire sortir rapidement la marchandise de Tunis, on est en train de pénaliser notre économie. Et tout ça, c'est de la devise qu'on peut engranger et qu'on peut ramener. J'adore ce que vous faites, mais on peut le transposer pour aller chercher de la devise, en fait. Donc, en gros, ce qui serait préconisé, c'est de faire une espèce de marketplace, disons, nationale. Je ne sais pas s'il y a le micro ici. De faire une marketplace nationale qui, elle, s'assurer du sérieux des fournisseurs et irait vendre chez Amazon et Alibaba pour respecter leur SLA. Le plus simple, je pense qu'on peut Est-ce qu'elle a la possibilité d'aller directement vendre au client final, pas en passant par Amazon? Là, non. Là, honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le marché, on est en train d'arriver à une consolidation du marché. Aujourd'hui, venir sur les marchés internationaux et dire je vais concurrencer Amazon et Alibaba, soit si vous avez un fonds derrière vous qui va vous mettre 500 millions d'euros pour financer votre campagne marketing et arriver, ou même plus, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. C'est une perte de temps et de l'énergie. T'as pas l'image de marque, t'as pas la confiance, t'as pas tout ça. Et pourquoi perdre du temps et de l'énergie sur ça? Ils ont fait le boulot. Donc on va profiter du boulot et mettons notre marchandise. On a un avantage concurrentiel énorme. S'il y a de l'argent à investir, il faut l'investir sur comment fluidifier la sortie de la marchandise et aller attaquer ces marchés-là. Et là, on va faire exploser notre économie. Et c'est valable pour la Tunisie, pour le Maroc, pour l'Algérie et pour tous les marchés émergents. D'accord, ok. Merci beaucoup. Les amis, oui, Liège. Peut-être un dernier commentaire sur ce point spécifique. Moi, s'il y a un point à régler dans tout ça, c'est les ports de sortie en fait. C'est le port de Radès et c'est l'aéroport de Tunis-Carthage.
Pourquoi? Un point, pour fluidifier la sortie des marchandises, pour l'export. Et c'est le cas pour le digital ou pour le non digital, en fait. Justement, encore une fois, le digital n'est qu'une augmentation de marché réel. Et vraiment, pour booster l'export, que ce soit digital ou pas digital, c'est les points de sortie où il faut vraiment fluidifier et enlever le caractère aléatoire qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, si on considère, j'en profite, Lies, si on considère le cas de Jumia qui est déjà implanté dans plusieurs pays de l'Afrique, est-ce que dans votre On a une stratégie, vous initiative- envisagez? Oui, exactement. On a une initiative qui s'appelle Jumia Global, qui a pour objectif d'avoir des vendeurs qui vendent dans des marchés particuliers pour vendre sur les autres marchés de Jumia. Le point à régler, c'est la sortie et l'entrée des marchandises. Point à la ligne. C'est la bataille. Bon, les amis, comme vous venez de l'entendre, en fait, c'est la sonnerie de la fin. Juste vraiment 30 secondes, une minute pour conclure. Donc, je commence par toi, Yes. Si tu veux. Bon, c'était un beau panel. J'espère que vous avez pu en tirer un minimum de clarification sur les enjeux des marketplaces et l'e-commerce de manière générale en Tunisie. Moi, mon mot de la fin, il est que moi, j'essaye de regarder, et chez Tahel, on essaie de regarder devant et qu'on essaie d'inclure le sujet du peer-to-peer. Je reviens, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais les particuliers, il y a un réservoir énorme de marchandises qui sont chez nous et qu'on n'utilise pas. Et il y a une volonté locale de gens qui aimeraient rencontrer leurs voisins. On ne se rencontre plus comme avant. Et donc le digital peut être un moyen de reconnecter des communautés autour d'elles pour faire du commerce. Sur du second-hand ou sur du second-hand, sur du first-hand. Enfin, je pense que la segmentation classique, achat nouveau, achat ancien, tombe en fait quand on est chez les gens. En fait, moi je crois que voilà, il ne faut pas oublier cette dimension peer-to-peer. Il faut aussi clarifier les responsabilités. Et puis le problématique de mobile payment, hein, on y revient, mais quand on va simplifier les procédures de sortie, comme mes collègues l'ont dit, quand on va permettre au mobile payment de remplacer le cash, parce que finalement mobile payment ce n'est rien plus que du cash qui devient transparent. Et ben en fait on va réinclure un certain nombre de choses dans l'informel vers le formel, et on va commencer à avoir des circuits beaucoup plus vertueux. Donc voilà, chez Tahel, on regarde devant, on regarde comment on peut travailler sur aider le marchand, comment on peut créer de l'emploi également chez les marchands, comment on peut faire en sorte que les particuliers entre eux puissent commercer. Et puis il y a des enjeux très intéressants qui vont venir, mais je pense qu'on va en parler l'année prochaine autour de la voix, etc. Excellent. Moaz, mot de la fin. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a des connexions au niveau du gouvernement, qui passe le message que la bataille est sur les points de sortie. S'ils ouvrent les points de sortie, de ce que je vois du débat là et de ce que j'ai vu... J'en vois quelques-uns et je pense que le message est déjà passé. Et de ce que j'ai vu depuis hier, ils ne vont même pas se rendre compte comment le business il va se développer. Donc, lâcher les points de sortie et un message, s'il y a des gens qui sont dans la Banque centrale, travailler sur la rénovation de la monétique, libérer les énergies, ça va repartir. Merci. Mahdi. En fait, le développement du marketplace, qui en Tunisie, on le connaît depuis juste les 3-4 dernières années, c'est une opportunité pour tous les commerçants en Tunisie pour aller dans les commerces. Les commerces, on a l'impression que c'est quelque chose de facile, mais c'est très compliqué, c'est un métier de volume. Je vous donne quelques chiffres en France. 80% des sites e-commerce en France font moins de 30 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc vous imaginez qu'est-ce que ça donne. Et 0,6%, ils font plus que 10 millions. Donc c'est un marché de plus en plus concentré, il le sera. Donc aujourd'hui, par défaut que les grands acteurs de retail classique en Tunisie prennent le pas pour investir, c'est un marché... Pas grave. C'est un signe clair. Vous n'avez pas saisi le message de la sonnette. Il y a plus fort. La prochaine fois, ça sera le bazooka. Voilà, c'est un marché qui demande beaucoup d'investissement. Donc le fait qu'il y a des acteurs qui osent investir et qui développent ça, c'est une opportunité pour tous les commerçants, surtout les petits moyens. Ils peuvent facilement utiliser ce canal sans prendre beaucoup de risques, sans investir beaucoup. Et on a besoin en fait de la collaboration de tout le monde, des acteurs du retail, des acteurs du marketing, des acteurs de la logistique. Et on est content que la mayonnaise commence à prendre en Tunisie et que le domaine commence à se développer.
Un dernier mot, je pense que le potentiel de l'e-commerce en général, il est vraiment énorme. Aujourd'hui, en Tunisie, on est à moins de 1%. Aux États-Unis, aujourd'hui, ça représente 20% du commerce. La transformation digitale, c'est une transformation de fond, c'est une tendance mondiale. La Tunisie est déjà engagée dans cette tendance. Donc le futur est vraiment pour le digital et le futur du commerce, c'est l'e-commerce. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à ce panel. Merci à tous les panélistes. J'ai été ravi de le modérer, de le présenter. Et puis, on espère vous voir tous prochainement en ligne. Merci. Merci à tous. On m'a privé du micro. Par contre, ça me- D'accord. Vous voulez prendre quelques questions? Si on a la possibilité. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Mais vraiment, genre, vraiment une ou deux questions avec lesquelles on fait un dernier tour de panel rapide juste pour répondre à ceux. Une Avant ou le deux. DJ. Ben, il y en a une là et une là-bas. Très bien. Non, pardon. Ah, pardon. Moi, je sais pas une question. Donc, je suis Slim Mokrani, je suis le directeur commercial de Vectoris. Nous sommes les précurseurs de la première plateforme logistique en Tunisie. Et nous sommes les précurseurs. Je voulais juste. Vous êtes les gourous du e-commerce ou du marketplace. Nous, on nous appelle les gourous de la logistique. Donc, juste pour vous annoncer que nous sommes les précurseurs d'avoir l'agrément. La douane nous a filé l'agrément du e-commerce à l'export. Et ça date depuis 3 mois. La question, Sislim. Non, j'ai pas de question en fait. D'accord. Je voulais juste vous annoncer que vis-à-vis de le e-commerce à l'export, la douane nous a filé l'agrément. Mais je peux vous expliquer un peu plus dans le détail dans un autre contexte. C'est un agrément pour un entrepôt sous douane en Tunisie. Exact. Oui, mais qui ne permet pas de pallier aux problématiques de délai de transport de la marchandise, en fait, une fois que la commande est passée. C'est un long débat, en fait, mais on y viendra, mais on en est conscient. En fait, c'est un prototype. Il y a un site marchand que je ne citerai pas le nom. C'est lui qui sera le site modèle pour roder le système du e-commerce à l'export. Et après une année de test, la douane, nous en tant que Vectoris, on fait de la e-logistique et vous faites le e-commerce. Donc, Parfait. on en reparlera si vous voulez. Mais en tout cas, Ouais, si vous avez merci. la possibilité de faire un entrepôt cross-dock, en fait, de l'autre côté de la Méditerranée, ça va simplifier largement les procédures. Il y avait une question. Merci beaucoup. La deuxième question, elle est chez qui? Il y avait au fond. Elle est là. C'est un autre représentant du e-commerce en Il aurait dû Tunisie. être avec nous. Sa question me fait un peu peur, en fait. Non, en fait, le mot le plus entendu au niveau du panel, c'était la confiance. Et il a été cité par Jumia, par Vongo, par Tayar et par notre ami. Et à SMCF, je suis le directeur général de Big Deal et je suis très sensible à cette question-là. C'est pourquoi je... Et également vice-président du Voilà. CEVAD. Donc, et on a entendu tous les intervenants parler de la confiance, sauf la CEVAD. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un mot à dire par rapport à ça? Et quelle est votre position et quels sont vos projets? Merci beaucoup, c'est Aïssam. En fait, c'est simple. Ce que Aïssam veut dire, c'est qu'au niveau de la CEVAD et avec le ministère du Commerce, ça fait 2 ans qu'on est en train de travailler sur un label de confiance. Lequel label va permettre aux sites e-commerçants d'avoir un sceau de label de confiance qui sera une espèce de garantie par rapport aux clients. Une garantie par rapport à la qualité de service, une garantie par rapport à l'authenticité de la marchandise, une garantie par rapport au sérieux des fournisseurs et qui permettra, en gros, d'encadrer l'écosystème, en fait. Ce genre de labels, c'est des labels qui ont vu le jour dans plusieurs marchés. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas tendance à perdurer, en fait. Ils accompagnent le développement du marché au départ et par la suite, c'est le marché qui fait le tri. Un acteur qui n'est pas sérieux ne restera pas sur le marché, les clients vont le fuir. Et pour les e-commerçants, avoir ce label-là, c'est une garantie d'un revenu supplémentaire, étant donné que ça leur permet d'avoir des taux de transformation beaucoup plus importants. Et donc, d'avoir du chiffre d'affaires beaucoup plus intéressant et des coûts d'acquisition de clients beaucoup moins importants. C'était une question que Wassim était censé poser d'une autre manière. Bah justement, j'ai posé au début. Moi, ma question est toute simple. Quand est-ce que le client sera roi? Le e-commerce. Le client est roi.
Le client est roi. Ouais, pas tout le temps. Le client est roi et il a la Le possibilité. client est bousculé à la Bebdarou par le gars qui livre et qui lui dit non, 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 mais c'est je dis que m'a dit sabat أخضر pointure 45 جبت لي sabat أزرق pointure 42 et mais خذوا صحح quand même. Le client qui dit حاجة غلطة باش mais oui ça m'est arrivé hein m'a dit زوج صبابط جاب لي صبات كولور لا علاقة و pointure لا علاقة ويحبني ناخذهم عليه بالسيف. هو كي راك منديل صباط اخضر قال نعطيه لي. لا والله انا خاطر بخلاف تشوفوني هكا نلبس عندي صبابط خضر وصفر وحمر ونحب نلبس والله ما حد. Bref, tu as compris où je veux venir. Je comprends très Et s'il y a bien. quelqu'un qui veut répondre, n'hésitez pas. C'est une super question en fait, de la confiance. Ça va de toute façon, tout ce qui est nouveau dérange, tout ce qui est nouveau prend du temps pour se mettre en place. Voilà, après, chacun a sa vision sur le sujet. Nous, on sera toujours dans la connexion libre entre l'individu et le commerçant. L'idéal, c'est qu'il aille chez lui, qu'il aille directement dans le magasin, qu'il sache qu'il y a un magasin qui a ouvert dans la rue derrière chez lui, qu'il ne le sait pas forcément. Et donc, nous, on pense que le digital, c'est un moyen de connecter la vie réelle, mais de manière plus simple. Anna, j'habite dans un coin Flawin et je ne sais pas forcément qu'il y a un super magasin qui est ouvert à 3 rues de chez moi. Et donc, c'est comment on le connecte les deux. Et si on est là dans cet enjeu-là, après, on crée de la confiance parce que les gens ils savent que c'est le magasin qui est à 2 rues de chez moi. Et donc, je vais le voir. Et je vais créer une relation humaine. Donc, il faut pas, à mon avis, il faut vraiment sortir du modèle que le e-commerce égale le seul modèle de marketplace. C'est un super modèle, la livraison est un super sujet. Mais comment on peut aussi utiliser le digital pour connecter des gens avec d'autres gens dans la vie réelle. D'accord. Je demande à Wassim Blarbi l'autorisation d'ajouter une question que je m'accorde moi-même. Juste Habib, je rebondis. Voilà, si vous le permettez. معناتها تبارك الله عليكم, faites du très bon boulot. الكل مش نحكي طيارة ولا فونغو ميساج. فونغو كان حصلت مرة شفت عنده une théière. Je vais avoir droit pendant une semaine tout l'électroménager. Et sachant que Maghroum l'électroménager, donc j'y mais je veux que l'expérience تفتق jusqu'au bout, حتى الباب داري. Et c'est ça ce qui manque. Vous êtes bon niveau marketing, vous savez marketer. تسكنوا لي في الفيسبوك نتاعي. تركبوا هذي. Les produits sont bons, j'ai essayé le produit est bon, mais derrière l'expérience هذيك كل la touche là où سامحوني نرجعوا avec l'humain معناتها يرجع السيرفيس تاع اللي نعرفوه. J'essaie de faire attention لكلامي كلنا تواسم فهمت. Digitalement, on est bon. Après, il y a quand même une touche. C'est le marché qui va réguler en fait. Enfin, les commerçants qui ne vont pas faire attention à l'expérience client, qui ne vont pas faire attention à la confiance dont vous parliez et dans laquelle les clients à laquelle ils peuvent aspirer, de toute manière, ils vont être automatiquement éliminés par le marché à terme. Ils ne pourront pas rester. Ça a été le cas pour plusieurs marchands, notamment sur le marché français. Mahdi, je t'en prie. Je vais juste revenir. La qualité de service est important. Et un des problèmes, c'est qu'on ne peut pas maîtriser toute la chaîne. Donc, c'est plusieurs acteurs. Tous les acteurs sont nouveaux, donc ils sont en train de s'améliorer. Mais il ne faut pas oublier dans les commerces aussi que même toutes les économies qui sont nouvelles, ce n'est pas le seul élément important. Je vous donne un exemple. Quand vente privée ont commencé, tout le monde a dit livraison après 3 semaines, ils vont se casser la gueule, personne ne l'a acheté. C'est un boom, parce que derrière, c'est des prix où les gens sont prêts à attendre 3 semaines à moins, parce que pour ces prix-là, il est prêt. Quand Free a lancé ses premiers abonnements, même à DSL, il faut appeler le service client Free, la moyenne de l'attente, c'est 30 minutes, il faut être courageux pour les appeler. Et pourtant, c'est explosé, parce que Free, elle donne 1 giga, avec une qualité de service moyenne, alors que les autres ils donnent 100 mégas et qualité excellente. Donc la qualité de service c'est important, mais derrière, moi j'étais avant dans le service et c'est important, et le bon compromis c'est la qualité de service par rapport au bon coût au client. Et ça c'est important, et ça va s'améliorer avec le volume. Le logisticien va s'améliorer avec le volume. Nous, comme acteurs, on va s'améliorer avec le volume. Les commerçants vont s'améliorer, s'impliquer plus parce qu'il a plus de volume, va prendre les choses plus au sérieux. Et c'est ça que les choses vont s'améliorer de mieux en mieux en Tunisie. Merci. أنا نحب نجاوب على السؤال متاع وسيم. أنا اللي كوميرس جربته أول مرة معناتها تيتر بيرسونيل à l'étranger في الديبيو دي زاني 2000. عملت كماند 2. الحاجة اللي عجبتني سيكو مرة جاتني كماند برودوي ما عجبنيش رجعته ما سألوني حتى سؤال ورجعوا لي الفلوس للكونت. دونك احنا في جوميا الهدف نتاعنا
انه الكليونات يوليو يحبونا علاش خاطر يلقاو دي برودوي ما يلقاوهمش في بلايص اخرين دي بري انتريسون واكسبيريونس كليون طياره وذاك علاش احنا اليوم اكثر انفستيسمون نحطوا فيه في الاكسبيريونس كليون من البروميير كونتاكت من الليفريزون من اللوجيستيك وسورتو معناتها اهم حاجه ما عجبتكش انا نقول لهم السيرفيس كليون بتاعي نو كويشنز اسكت ما تسالوش الكليون ما عجبتوش جوست يرجع السلعه ويخلص فيها وهذا معناتها متفق معاك هذا اكبر انجو لازمنا نحترموا الكليون التونسي الكليون في العالم الكل يحترموه في اليابان يعيطوا له يعطيوه معناتها لو برونوم تاع القداسه يقدسوه الكليون في اليابان احنا في تونس السر هو انه نحترموا الكليون Lies, juste une petite précision à la salle en fait. Enfin, c'est pas que Jumia, il y a plusieurs acteurs du e-commerce qui font partie ou pas du syndicat et qui respectent cette règle-là. Au-delà de tout, cette règle, en fait, c'est une obligation légale. Vous disposez de 10 jours ouvrables pour rendre le produit, من غير ما يسألكم حتى حد ويرجعوا لكم الفلوس et pas un bon d'achat. Donc, et ça, c'est un article, enfin, c'est la loi, il n'y a pas mieux, il faut juste connaître la loi. C'est la loi, mais ça marche, c'est pas tous les acteurs, les tabqo faire. Et ils ont l'obligation de le faire. Faites-le, dorénavant, vous savez, faites-le. Voilà, c'est simple. Une question là. Alors, une dernière question justement pour rebondir sur ce sujet-là. Il a été cité tout à l'heure que ce qui a fait réussir Amazon, c'est la condition qu'ils mettent à leurs fournisseurs d'avoir un taux de service de 98%. Est-ce que c'est le cas pour les marketplaces en Tunisie? Est-ce que vous mettez cette exigence-là à vos fournisseurs? Parce que l'expérience client dépendra de ça. بدينا نحطوا فيها عندنا جماعه بالحق ça nous pose énormément de problèmes مع les vendeurs باش نحطوها وباش نطبقوها و 2%. D'accord. Bah, très bien. L'expérience client dépendra de ça, de cette condition-là, je pense. Merci beaucoup. Moi, un dernier mot. Je vais revenir sur le point de l'expérience. Et je vais faire un hors-sujet. بلاي جوست فرد مره خاطر لو مسيو راجوتي بتيت بريسيزون قالوا كيف تعملوا كيف نعمل كان ما عنديش فاتوره قال vous ne donnez pas de facture automatiquement en tout cas donc زدناكم. Vous êtes en droit d'exiger une facture, c'est aussi simple. C'est ce que je dis, c'est la loi. Par mail, vous exigez une facture, on vous l'envoie. Est-ce que la transaction fait حد ذاتها toutes mes traces sont bien sûr. Voilà. Bien sûr. Même si on n'est pas dans l'e-commerce, moi justement on peut être libre par rapport à ça en termes de prise de parole. Je pense que c'est bien de demander à des e-commerçants de faire des efforts et c'est important qu'ils respectent ce label, etc. Je pense aussi que c'est à chacun d'entre nous, en tant que client, d'être exigeant. Quand on dit « Ah, il ne demande pas une facture », est-ce qu'on va demander une facture? Est-ce qu'on va vraiment demander une facture en tapant du poing sur la table? Vous savez que toutes les marques digitales sont sensibles aux réseaux sociaux. Moi, il y en a un qui ne donne pas une facture si je la demande, je pense que je vais prendre le mail, je le mets sur le réseau social. Et là, je suis sûr que je vais recevoir la facture, l'appel du patron, etc. Donc, aussi à nous, en tant que consommateurs, et à vous tous ici, et à vos copains, votre famille, de dire, ben voilà, il ne faut pas que les autres fassent leur effort. Le secteur fait ce qu'il peut pour se moderniser. Il faut que le consommateur prenne le pouvoir. Si le consommateur est roi, le roi doit aussi faire des actions. Et le roi doit aussi taper du poing sur la table si nécessaire. Le roi exige. Le roi est un peu exigeant. Je vais revenir sur l'expérience client. Quand vous travaillez avec des acteurs du luxe, les acteurs du luxe, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent ce qui compte le plus, il faut que le client vive une expérience quand il rentre en boutique. Ils vont tout faire, ils vont vous offrir le café, ils vont mettre le parfum, ils vont vous faire oublier la facture que vous payez à la fin. Mais il faut que tu le prix. Vu que je te d'ailleurs, tu as intérêt à me le Donc, ce qui compte, l'expérience. Et si j'ai un conseil à donner aux e-commerçants, allez plus vers la bataille de l'expérience que sur la bataille du prix. Qui n'osent les marchés matures. Les marchés, j'ai dit tout à l'heure, c'est en train de se consolider. C'est qui les acteurs? Ils sont en train de disparaître, c'est les acteurs sur la bataille du prix. Le prix il va te supprimer la marge. Et la marge, e-commerce, c'est une entreprise, ce n'est pas une association caritative. Donc la marge, c'est ce qui fait vivre. Donc allez-y plus sur l'expérience client que ça. Après, je vous souhaite bon courage parce que c'est un vrai challenge en Tunisie, l'expérience client. Vu quand on vit à l'étranger, on joue le Tunis, et honnêtement, c'est dur. On y viendra, c'est pas grave.
Nous, on a commencé en 2016. Vongo s'est lancé en 2016 et le premier perdant, en fait, la mauvaise qualité de service, elle existe réellement, c'est les acteurs eux-mêmes. Donc, le premier challenge au début, c'était de dire, c'est le problème de confiance parce que les choses sont améliorées, mais les acteurs 2015-2016, ils n'étaient pas sérieux. Il y avait beaucoup d'amateurisme et la qualité de service laisse à désirer. Donc, dans la subconscient de consommateurs, e-commerce, c'est arnaque, c'est contrefaçon, c'est non sérieux. Donc, tout le travail, et d'ailleurs, ça a été un travail très compliqué, de dire, voilà, on est acteurs sérieux et différents, et c'est grâce à ça qu'on a commencé à fidéliser. Ce qui est bien, c'est que même les acteurs moins bons, on va dire, ils commencent à devenir sérieux et ils commencent à instaurer cette qualité. Et c'est important pour tout le secteur parce que le premier qui va payer ça, c'est pas le client qui se fait un peu avoir, parce qu'un mauvais client, un client mécontent, il va en parler à 10-20. C'est le secteur lui-même. Donc c'est important de mettre des labels, ça c'est sûr, mais c'est toujours la pratique. Qualité de service, c'est question pratique. Et moi je crois que le marché va naturellement, comment dirais-je, va naturellement, il y a toujours une sélection naturelle. Donc il y a toujours, même s'il y a un parcours plus difficile, les acteurs qui respectent le client, qui sont sérieux, vont émerger. Et tous ceux qui ne respectent pas ou qui sont dans le gain à court terme ou dans l'amateurisme vont tôt ou tard disparaître. Merci beaucoup. Tout ça. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à tous. À bientôt.